Lorsque les chercheurs de l'Institut de génomique de Pékin ont publié leurs résultats, en 2019, la communauté scientifique est restée silencieuse. Ils venaient de séquencer les génomes de plus de 140 individus chinois et de les comparer aux bases de données génétiques européennes. Leur découverte était non seulement inattendue, mais elle a complètement bouleversé notre compréhension de l'évolution humaine des migrations et de ce qui différencie les populations les unes des autres au niveau génétique. Les résultats étaient si controversés que 3 relecteurs ont d'abord rejeté l'article non pas en raison de sa mauvaise méthodologie, mais en raison de ses implications profondes. Voici ce qu'ils ont découvert. Avant d'aborder ce qui a choqué tout le monde, il est important de comprendre ce que les scientifiques s'attendaient à trouver. Pendant des décennies, le récit dominant sur l'origine de l'humanité a suivi un schéma simple. Les humains modernes ont évolué en Afrique il y a environ 300 ans. Puis il y a environ 70 ans, de petits groupes ont migré hors d'Afrique et se sont dispersés à travers le monde. Les Européens sont allés dans une direction, les Asiatiques dans une autre. Pendant des milliers d'années, ces populations isolées ont développé des caractéristiques physiques distinctes, couleur de peau, forme des yeux, texture des cheveux, mais au-delà de ces différences superficielles, les scientifiques pensaient que nous étions tous fondamentalement les mêmes au niveau génétique. Cette hypothèse a prévalu pendant des années. Certes, nous connaissions des variations mineures comme la tolérance au lactose chez les Européens ou l'adaptation à l'altitude chez les Tibétains, mais il s'agissait de modifications insignifiantes, rien de fondamental. On supposait que le patrimoine génétique était quasiment identique dans toutes les populations humaines. L'Institut de génomique de Pékin a alors lancé son projet. Il ne recherchait pas la polémique. Il tentait simplement de cartographier les variations génétiques au sein de l'immense population chinoise. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants répartis sur de vastes régions géographiques. L'objectif était pratique de meilleurs soins de santé, une prédiction plus précise des maladies et une médecine personnalisée adaptée à la génétique chinoise. Mais lorsqu'ils ont commencé à comparer les génomes chinois aux bases de données européennes, les chiffres étaient incohérents. Le premier choc est venu de ce qu'on appelle la diversité génétique. La diversité génétique se définit comme la variété des différences génétiques au sein d'une population. Plus la diversité est grande, plus la variation génétique est importante. Moins la diversité est grande, plus les individus sont génétiquement similaires. Les scientifiques s'attendaient à ce que les populations asiatiques présentent une diversité génétique inférieure à celle des Africains, car les Asiatiques descendent de petits groupes fondateurs ayant quitté l'Afrique. Ce point s'est avéré exact. Mais ce qui a stupéfié les chercheurs, c'est l'ampleur des différences de diversité génétique entre les Chinois et les Européens. Les populations européennes ont montré une diversité génétique relativement uniforme à travers le continent. Que l'on prélève de l'ADN chez une personne en Suède ou en Grèce, les niveaux de variation étaient similaires, mais les populations chinoises variaient énormément selon la région. Les populations du sud de la Chine présentaient des profils de variation génétique totalement distincts de ceux des populations du nord de la Chine. Il ne s'agissait pas de petites différences. Selon certains indicateurs, la distance génétique entre un Chinois Han de Pékin et un Chinois Han du Guangdong était supérieure à la distance génétique entre un Suédois et un Grec. Cette découverte était déjà surprenante, mais ce n'était que le début. La deuxième découverte a été encore plus frappante. En analysant des variants génétiques spécifiques, les chercheurs ont trouvé des milliers de mutations génétiques extrêmement fréquentes chez les populations chinoises, mais rares chez les Européens ou inversement. Il ne s'agit pas de différences cosmétiques comme les gènes de la couleur des yeux. Il s'agissait de gènes affectant le métabolisme, la fonction immunitaire, le développement cérébral et la susceptibilité aux maladies. Un exemple s'est immédiatement démarqué, la variante génétique EDARV378A. Cette mutation affecte le développement des cheveux des dents et des glandes sudoripares. Dans les populations chinoises, cette variante est présente chez plus de 90% des individus. Chez les Européens, elle est présente chez moins de 5%. Il ne s'agit pas d'une variation mineure, mais d'une différence génétique fondamentale présente chez presque tous les Chinois, mais chez quasiment aucun Européen.
C'est là que le sujet devient controversé. Le gène EDAR n'affecte pas seulement la texture des cheveux. Il influence également la densité des glandes mammaires et la structure des connexions neuronales pendant le développement fœtal. Certains chercheurs ont commencé à se poser des questions troublantes. Ce gène affecte-t-il la structure du cerveau au cours du développement? Ce gène est présent chez 90% des Chinois, mais seulement chez 5% des Européens. Qu'est-ce que cela signifie? L'article n'abordait pas ce point, mais la question restait en suspens. Puis vint la troisième découverte qui bouleversa complètement les hypothèses. Les scientifiques trouvèrent des preuves de balayage sélectif. Un balayage sélectif se produit lorsqu'une mutation génétique se répand très rapidement dans une population car elle lui confère un avantage majeur en termes de survie. Il s'agit d'une évolution accélérée. La mutation peut se propager dans une population en quelques milliers d'années seulement au lieu de centaines de milliers. Les populations européennes ont présenté des signes de sélection naturelle pour les gènes liés à la pigmentation de la peau et à la tolérance au lactose. Cela paraît logique, une peau plus claire favorise la production de vitamine D dans les climats nordiques et la tolérance au lactose est un atout lorsque les produits laitiers deviennent une source alimentaire majeure. Il s'agissait d'adaptations bien connues, mais les populations chinoises ont présenté des balayages sélectifs dans des catégories complètement différentes. Gènes liés au métabolisme des graisses, gènes affectant la régulation des neurotransmetteurs, gènes influençant le raisonnement spatial et la formation de la mémoire. Et voici le plus surprenant. Ces balayages sélectifs se sont produits récemment au cours des 10 à 30 dernières années. Cette chronologie est importante. Cette période de 10 à 30 an correspond à la migration hors d'Afrique. Ces modifications génétiques n'ont pas été héritées d'un ancêtre commun. Elles ont évolué indépendamment au sein des populations chinoises après leur séparation des lignées européennes. Les implications étaient stupéfiantes. Cela signifiait que les populations chinoises et européennes ne s'étaient pas simplement éloignées l'une de l'autre par le biais de mutations génétiques aléatoires. Ils avaient été façonnés par différentes pressions évolutives, sélectionnant différents traits, optimisant pour différents environnements et défis de survie. Et ces différences étaient plus profondes que quiconque ne l'avait imaginé. La quatrième découverte a poussé les choses encore plus loin. Des chercheurs ont découvert ce qu'ils ont appelé de l'ADN fantôme. Il s'agit de matériel génétique qui ne correspond à aucune lignée humaine connue. Il ne provient pas d'Homo sapiens ayant migré hors d'Afrique. Il ne provient pas des Néandertaliens qui se sont croisés avec les Européens. Il ne provient pas des Denisoviens qui se sont croisés avec certaines populations asiatiques. Il s'agit d'autre chose, de quelque chose que nous n'avons pas encore identifié. Les populations européennes possèdent en moyenne environ 2% d'ADN néandertalien. Certaines populations asiatiques possèdent de l'ADN dénisovienne. Mais l'étude de Pékin a trouvé des segments de génome chinois qui ne correspondaient à aucune de ces espèces humaines archaïques connues. Les pourcentages étaient un faible inférieur à 1%. Mais ils étaient là constants et reproductibles. D'où vient cet ADN mystérieux? Une hypothèse est qu'il existait une autre espèce humaine archaïque en Asie que nous n'avons pas encore découverte. Les populations chinoises modernes se sont croisées avec ce groupe inconnu, tout comme les Européens se sont croisés avec les Néandertaliens. La signature génétique persiste, mais nous n'avons pas encore trouvé de fossiles. Une autre hypothèse est encore plus étrange. Certains chercheurs suggèrent que cet ADN pourrait ne pas provenir d'un croisement du tout. Cela pourrait être dû à une évolution convergente où des mutations génétiques similaires apparaissent indépendamment dans différentes populations car elles résolvent les mêmes défis environnementaux. Mais cette explication peine à rendre compte du schéma spécifique observé dans les données. Quoi qu'il en soit, les populations chinoises possèdent du matériel génétique que les Européens ne possèdent pas et nous ne comprenons pas pleinement de quoi il s'agit ni d'où il provient. C'est là que la controverse a éclaté. Rappelons que toutes ces recherches ont été menées à des fins médicales. L'objectif était d'améliorer les soins de santé en comprenant les différences génétiques qui influent sur le risque de maladie. C'est là que les résultats sont devenus impossibles à ignorer.
Les populations chinoises présentaient des profils de risque génétique significativement différents pour presque toutes les grandes catégories de maladies par rapport aux Européens. Maladies cardiovasculaires, diabète, maladies d'Alzheimer, cancer, maladies auto-immunes. Les variants génétiques, qui augmentent le risque dans les populations européennes, ont souvent des effets complètement différents dans les populations chinoises ou sont tout simplement absents. Prenons l'exemple du diabète de type 2. Dans les populations européennes, les facteurs de risque génétiques les plus importants sont des variants de gènes comme TCF7L2 et PPRG. Ces variants augmentent considérablement le risque de diabète chez les Européens. Mais dans les populations chinoises, ces mêmes variants ont montré des associations beaucoup plus faibles. En réalité, le risque de diabète chez les Chinois était dû à des variants génétiques totalement différents, qui n'avaient pratiquement aucune incidence sur les populations européennes. Cela a des implications majeures pour la médecine. Pendant des décennies, la plupart des essais cliniques et des recherches médicales ont été menés sur des populations européennes. On suppose que les médicaments efficaces chez les Européens le sont aussi chez tout le monde. Or, si l'architecture génétique de la maladie diffère fondamentalement d'une population à l'autre, ces médicaments pourraient ne pas agir de la même manière, voire pas du tout. C'est précisément ce que les chercheurs ont commencé à découvrir. Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle se sont avérés efficaces chez les patients européens, mais moins efficaces chez les patients chinois. Les chimiothérapies optimisées pour la génétique européenne ont présenté des taux de réponse différents au sein des populations chinoises. Même les analgésiques étaient métabolisés différemment. La communauté médicale a été contrainte de se confronter à une vérité dérangeante: la génétique compte plus que nous ne l'avions admis. Les différences génétiques au niveau de la population sont réelles, significatives et cliniquement pertinentes. La publication de ces résultats a ouvert la boîte de Pandore. Une fois que l'on admet que les populations diffèrent génétiquement de manière à affecter la santé, les maladies et la réponse aux médicaments, la question devient: qu'est-ce qui pourrait être différent d'autres? L'article a soigneusement évité d'aborder les traits cognitifs, les tendances comportementales ou tout ce qui pourrait être interprété comme un classement des populations selon leur qualité génétique. Les chercheurs étaient conscients du terrain politique miné dans lequel ils s'engageaient, mais les données étaient là. Variantes génétiques affectant la fonction des neurotransmetteurs. Variantes affectant le développement des structures cérébrales. Variantes liées à la mémoire, à l'apprentissage et au raisonnement spatial chez les modèles animaux. 3 relecteurs ont initialement rejeté l'article. Leur rejet n'était pas dû à une erreur méthodologique. Ils l'ont rejeté car ils craignaient une utilisation abusive des résultats. Un examinateur a averti que la publication de ces données pourrait alimenter des discours racistes. Un autre a soutenu que les conséquences sociales négatives l'emportaient sur les bénéfices scientifiques. L'équipe de recherche a insisté. Ils ont soutenu que la dissimulation de données scientifiques exactes pour des raisons politiques était en soi contraire à l'éthique. Si des différences génétiques existent et influent sur les résultats médicaux, les médecins doivent en être informés. Ignorer la réalité ne la fait pas disparaître. Cela ne fait qu'aggraver la situation des soins de santé. L'article a finalement été publié, mais avec de sérieuses réserves. Les auteurs ont souligné que les différences génétiques entre les populations sont faibles comparées à la variation génétique au sein des populations. Ils ont insisté sur le fait que ces résultats ne disent rien des capacités ou de la valeur individuelle. Ils ont mis en garde contre toute conclusion hâtive tirée des seules données médicales. Une fois l'article publié, le débat a fait rage. Certains chercheurs ont salué les résultats et plaidé pour des recherches médicales plus ciblées. D'autres ont accusé les auteurs de racisme scientifique. La controverse est devenue si intense que plusieurs chercheurs impliqués dans l'étude ont cessé de donner des interviews. Parallèlement, d'autres équipes ont commencé à reproduire les résultats. Une étude japonaise a trouvé des schémas similaires en comparant les génomes japonais aux bases de données européennes. Une équipe sud-coréenne a publié des résultats comparables.
Les données convergent, les populations asiatiques et européennes sont génétiquement plus distinctes que ne le suggéraient les modèles précédents. Ces différences ont des conséquences concrètes qui dépassent largement le cadre médical. L'une des découvertes les plus fascinantes qui ont suivi ces recherches est venue de chercheurs étudiant l'adaptation à l'altitude. Les populations tibétaines peuvent survivre à des altitudes qui provoqueraient de graves maux d'altitude chez la plupart des gens. Les scientifiques ont supposé que cela était dû à l'ADN des Dénisoviens. Les Tibétains sont porteurs de matériel génétique dénisovien, notamment d'une variante du gène EPS, un qui contribue à réguler les niveaux d'oxygène dans le sang. En y regardant de plus près, les chercheurs ont constaté que les populations chinoises, Han, vivant au niveau de la mer, présentent également des variantes différentes dans les gènes du métabolisme de l'oxygène par rapport aux Européens. Ces variants ne conféraient pas la tolérance extrême à l'altitude observée chez les Tibétains, mais ils semblaient optimiser l'utilisation de l'oxygène de différentes manières. Les différences génétiques ne concernaient pas seulement l'adaptation aux environnements extrêmes. Il s'agissait d'adapter finement le métabolisme aux conditions environnementales spécifiques auxquelles les populations ont été confrontées pendant des milliers d'années. Une autre équipe de recherche s'est concentrée sur les gènes liés à l'alimentation. Ils ont constaté que les populations chinoises présentaient des adaptations génétiques au régime riche en amidon, qui étaient distinctes des adaptations européennes au régime riche en produits laitiers. Le gène AMXO1, qui produit une enzyme décomposant l'amidon, présentait un nombre de copies significativement plus élevé dans les populations chinoises. Un plus grand nombre de copies du gène impliquait une production accrue d'enzymes et une digestion de l'amidon plus efficace. Cela est parfaitement logique si l'on considère l'histoire de l'agriculture. La culture du riz en Chine remonte à plus de X0 ans. Un régime alimentaire riche en amidon créerait une pression évolutive favorisant les individus capables de digérer et de métaboliser efficacement ces amidons. Les Européens, quant à eux, ont développé une persistance de la lactase, car les produits laitiers sont devenus une source alimentaire cruciale dans les climats nordiques où l'agriculture était plus difficile. Ces adaptations alimentaires ont des répercussions en cascade sur d'autres systèmes biologiques. Le métabolisme de l'amidon influence la réponse à l'insuline, ce qui affecte le stockage des graisses et à son tour le risque cardiovasculaire. Les adaptations génétiques qui ont permis aux anciennes populations chinoises de prospérer grâce à une alimentation à base de riz, ont créé des profils métaboliques de base différents qui persistent encore aujourd'hui. Il y a ensuite le lien avec le microbiome. Les bactéries intestinales sont influencées à la fois par l'alimentation et la génétique. La composition du microbiote intestinal diffère entre les populations chinoises et européennes, différence en partie due à des variations génétiques influençant la digestion et le métabolisme. Il s'ensuit une boucle de rétroaction. Les gènes façonnent le microbiote et le microbiote influence la santé. Le système tout entier est spécifique à chaque population. Mais l'implication la plus profonde provient peut-être des recherches en neurosciences. C'est là que les choses deviennent vraiment délicates. Et la plupart des chercheurs évitent donc d'en parler publiquement. Mais les données existent. Plusieurs variantes génétiques qui diffèrent significativement entre les populations chinoises et européennes sont connues pour affecter la structure et la fonction cérébrale chez les modèles animaux. Les gènes A, S, P, M et MCP, H. Un impliqué dans la régulation de la taille du cerveau et le développement neuronal présente des fréquences de variantes différentes selon les populations. Le gène DRD4 qui affecte la signalisation de la dopamine et est lié au comportement de recherche de nouveautés, présente des schémas spécifiques à chaque population. Est-ce que cela a une signification significative concernant la cognition ou le comportement? Honnêtement, nous ne savons pas. La science qui consiste à lier des gènes spécifiques à des traits complexes comme l'intelligence ou la personnalité n'en est qu'à ses balbutiements. La plupart des capacités cognitives sont influencées par des milliers de gènes agissant de concert, ainsi que par des facteurs environnementaux et culturels. Tirer des conclusions à partir d'une poignée de variants génétiques est scientifiquement prématuré.
Mais voici ce que nous savons, le développement cérébral est influencé par la génétique. Les systèmes de neurotransmetteurs sont influencés par la génétique. Et si les populations diffèrent significativement au niveau des gènes qui affectent ces systèmes, il existe au moins une possibilité théorique que les schémas cognitifs ou comportementaux au niveau de la population puissent avoir des composantes génétiques. La plupart des chercheurs refusent d'aborder ce sujet même avec des pincettes. Le risque politique est trop élevé. Le risque de mauvaise interprétation est trop important. Et les outils scientifiques dont nous disposons actuellement ne sont pas suffisamment sophistiqués pour répondre correctement à ces questions. Mais l'étude de l'Institut de génomique de Pékin a ouvert une porte qu'on ne peut plus refermer. Nous savons désormais que les populations chinoises et européennes sont génétiquement plus distinctes qu'on ne le pensait auparavant. Nous savons que ces différences influencent sur le risque de maladie, la réponse aux médicaments et les fonctions métaboliques. Nous savons que certaines de ces différences impliquent des gènes qui affectent le développement cérébral et la fonction des neurotransmetteurs. Que faire de ces connaissances ? Voilà la véritable question. Selon une perspective optimiste, ces recherches révolutionneront la médecine personnalisée. Imaginez un avenir où votre médecin vous prescrira des médicaments en fonction de votre patrimoine génétique spécifique, optimisant ainsi leur efficacité et minimisant les effets secondaires. Imaginez des traitements contre le cancer adaptés aux mutations génétiques les plus fréquentes dans votre population. Imaginez des stratégies de prévention des maladies qui tiennent compte des facteurs de risque spécifiques à votre population. Cet avenir est déjà en marche. Plusieurs entreprises pharmaceutiques mènent désormais des essais cliniques distincts auprès de populations asiatiques précisément en raison de résultats comme ceux-ci. Les entreprises de tests génétiques développent des évaluations des risques sanitaires spécifiques à l'ascendance. Les facultés de médecine commencent à enseigner la génétique des populations dans le cadre de leur cursus standard, mais une possibilité plus sombre existe. Si les différences génétiques entre les populations venaient à être largement acceptées, cela alimenterait-il la discrimination ? Serait-ce utilisé pour justifier un traitement inégal ou renforcer des stéréotypes néfastes ? L'histoire montre que les découvertes scientifiques concernant les différences humaines ont déjà été instrumentalisées. La phrénologie, l'eugénisme, le racisme scientifique, tous ces mouvements prétendent se fonder sur une science objective. La différence aujourd'hui, c'est que cette science est réellement rigoureuse. Les différences génétiques sont réelles et mesurables, mais réelles ne signifie pas ce que l'on croit généralement. Réel ne signifie ni supérieur ni inférieur. Réel ne signifie pas destin. Réel signifie simplement qu'il existe une variation biologique entre les populations qui ont évolué dans différents environnements pendant des milliers d'années. Et c'est là le point crucial qui se perd dans ces débats. Les différences génétiques entre les individus d'une même population sont bien plus importantes que les différences moyennes entre populations. Si l'on choisit 2 Chinois au hasard, leurs différences génétiques seront bien plus marquées que celles entre un Chinois moyen et un Européen moyen. L'étude de Pékin a montré que le schéma de variation diffère selon les populations. Les gènes spécifiques qui varient et la manière dont ils varient reflètent des histoires évolutives différentes, mais cela ne crée pas de hiérarchie. Elle crée de la diversité. Une diversité qui a des implications médicales que nous commençons à peine à comprendre. Lorsque l'équipe de recherche a publié ses résultats, elle a inclus une déclaration qu'il convient de lire intégralement. Ils ont écrit que leurs résultats démontrent que les populations humaines ont subi différentes pressions de sélection et possèdent des architectures génétiques différentes pour les caractères complexes. Cette diversité devrait être célébrée comme une source de résilience et d'adaptabilité humaine et non utilisée pour hiérarchiser les populations ou justifier la discrimination. L'objectif de cette recherche est d'améliorer la santé de tous en comprenant comment les variations génétiques influencent le risque de maladie et la réponse au traitement dans différentes populations. Cette affirmation relève de l'impossible. Il faut reconnaître les différences réelles tout en insistant sur le fait qu'elles n'impliquent aucune supériorité. Il convient d'utiliser les résultats à bon escient tout en prévenant les abus. C'est une noble entreprise. Sa faisabilité reste à déterminer.
Depuis la publication de l'étude de Pékin, le domaine a progressé avec prudence. Des recherches plus poussées sont menées sur la génétique spécifique aux populations, toujours sous un contrôle éthique rigoureux. L'accent reste mis sur les applications médicales, les risques de maladie, la réponse aux médicaments et les soins de santé personnalisés. Mais les questions fondamentales demeurent sans réponse. Si les populations diffèrent génétiquement de manière à affecter la susceptibilité aux maladies et le métabolisme des médicaments, quelles autres différences peuvent exister? Certains des gènes qui diffèrent entre les populations chinoises et européennes sont liés au développement cérébral, à la fonction des neurotransmetteurs et à la régulation comportementale. Que signifient concrètement ces différences? Les scientifiques s'efforcent de répondre à ces questions, mais les progrès sont lents. Il ne s'agit pas seulement de collecter davantage de données, mais aussi de développer de meilleurs outils pour comprendre comment des milliers de gènes interagissent pour produire des caractères complexes. Il s'agit de distinguer les influences génétiques des facteurs environnementaux et culturels. Il s'agit de poser des questions auxquelles la société n'est peut-être pas prête à entendre les réponses. Et cela nous ramène à notre point de départ. Lorsque l'Institut de génomique de Pékin a comparé l'ADN chinois à l'ADN européen, il s'attendait à trouver des variations mineures de légères modifications d'un plan fondamentalement identique. Ils ont en revanche découvert des preuves de trajectoires évolutives distinctes, de pressions sélectives différentes et de différences génétiques qui affectent la santé, le métabolisme et potentiellement bien plus encore. Les résultats ont surpris tout le monde car ils ont remis en question un discours rassurant, l'idée que nous sommes tous identiques sous la peau, que les populations humaines sont des unités génétiques interchangeables qui ne diffèrent que par leur apparence. L'étude de Pékin a montré que ce n'est pas tout à fait vrai. Nous sommes plus différents que nous le pensions, mais aussi plus intéressants, plus complexes, mieux adaptés à nos histoires et environnements respectifs. L'utilisation que nous ferons de ces connaissances définira le prochain chapitre de la recherche génétique. Nous espérons qu'elles permettront d'améliorer la médecine et de soulager la souffrance. L'utiliser pour diviser et discriminer, voilà la crainte. La science en elle-même est neutre. Les données sont ce qu'elles sont. Mais l'interprétation, l'application, la manière dont ces découvertes façonnent la société dépendent de nous. Les résultats ont choqué tout le monde. Il nous faut maintenant décider de la suite.